Le 23 août 1842, dans une plantation de canne à sucre de la paroisse Sainte-Marie en Louisiane, un garçon de 9 ans nommé Théophile fut mordu au poignet gauche par un serpent corail à 3 heures de l'après-midi. À 1 heure du matin, alors que tout le monde avait abandonné l'espoir et préparé le linceul, l'enfant ouvrit les yeux et demanda de l'eau. Les médecins présents jurèrent n'avoir jamais vu pareille chose. Mais ce qui se passa ensuite, dans les semaines qui suivirent, allait diviser la communauté et faire disparaître à jamais certains documents de la plantation Belle-Rive. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans cette plantation oubliée du sud de la Louisiane. La paroisse Sainte-Marie, en cette année 1842, s'étendait le long du bayou Teche, comme une succession de royaumes verts et humides. Les plantations y prospéraient dans une chaleur suffocante, bâties sur les fortunes du sucre et du coton, édifiées sur le dos d'hommes et de femmes arrachés à l'Afrique ou nés dans les chênes sur le sol américain. La Louisiane avait été territoire français jusqu'en 1803, et bien que désormais américaine, elle conservait cette étrange mémoire française dans ses lois, ses noms, ses coutumes et cette langue créole qui mélangeait le français des maîtres, les dialectes africains des esclaves et les murmures des populations amérindiennes déplacées. La plantation Belle-Rive comptait parmi les plus vastes propriétés de la région. Elle s'étendait sur plus de 2000 acres le long du bayou, ses champs de canne ondulant sous le vent chaud comme une mer verte et coupante. La grande maison, construite dans le style créole avec ses larges galeries et ses colonnes blanches, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires couverts de mousse espagnole. Derrière, invisible depuis la route mais omniprésent dans la vie de la plantation, se trouvaient les quartiers des esclaves, une quarantaine de cabanes alignées en rangées strictes, les entrepôts, la sucrerie avec sa haute cheminée de briques, et plus loin encore, les champs qui s'étiraient jusqu'à disparaître dans la brume matinale. Monsieur Augustin Lavallée, propriétaire de Belle-Rive, était un homme de 52 ans dont les ancêtres français s'étaient installés en Louisiane au début du XVIIIe siècle. Il se distinguait des planteurs anglophones par son attachement aux anciennes traditions françaises et sa participation régulière aux offices catholiques de la petite église paroissiale. Madame Lavallée, née Célestine Dubourg, était une femme frêle et pieuse qui supervisait la maison avec une efficacité discrète. Ils avaient 3 enfants. Édouard, l'aîné de 24 ans qui étudiait le droit à la Nouvelle-Orléans. Margot, 17 ans, et le jeune Philippe, à peine 12 ans, qui passait ses journées entre les leçons avec le précepteur et l'exploration des environs de la plantation. La plantation employait 138 personnes asservies, chacune avec un rôle défini dans la machine complexe qui transformait la canne en sucre et le sucre en fortune. Théophile était l'un des plus jeunes, fils de Delphine, cuisinière de la grande maison, et d'un père dont le nom n'apparaissait dans aucun registre. Depuis ses 6 ans, l'enfant servait comme garçon de course et aide aux écuries. Sa petite taille et son agilité le rendaient utile pour les tâches que les adultes trouvaient difficiles. On le voyait courir entre la grande maison et les bâtiments annexes, portant des messages, des paniers, des outils. Il était vif, intelligent, et malgré les circonstances de sa naissance, il avait cette lumière dans les yeux que même l'esclavage ne parvenait pas toujours à éteindre complètement. L'été de 1842 fut particulièrement accablant. La chaleur s'abattait sur la Louisiane avec une intensité inhabituelle, même pour cette région habituée aux températures extrêmes. Les températures dépassaient régulièrement 100 degrés Fahrenheit à l'ombre. L'air était si épais d'humidité qu'on avait l'impression de respirer à travers un linge mouillé. Les moustiques formaient des nuages au crépuscule, et avec eux venaient les fièvres qui emportaient régulièrement esclaves et maîtres sans distinction. Le bayou Teche lui-même semblait stagner, ses eaux brunâtres presque immobiles sous le soleil implacable. C'est dans ce contexte étouffant que se déroulaient les journées interminables des habitants de Belle-Rive. Le travail dans les champs commençait avant l'aube, lorsque la première cloche résonnait dans l'obscurité encore fraîche. Les hommes,
Les femmes et même les enfants assez âgés se rendaient aux champs pour le sarclage, l'irrigation, la surveillance constante des plants de canne. À midi, on accordait une pause d'1 heure, moment durant lequel les travailleurs s'effondraient à l'ombre rare, trop épuisés parfois même pour manger la maigre ration de maïs et de lard. Puis le travail reprenait jusqu'au coucher du soleil, et parfois bien au-delà durant la saison de la récolte. Théophile, de par sa position dans la maison plutôt qu'au champ, jouissait de certains privilèges relatifs. Sa mère Delphine veillait à ce qu'il mange suffisamment, lui donnant souvent les restes de la table des maîtres. Il dormait dans une petite alcôve près des cuisines, plutôt que dans les cabanes surpeuplées des quartiers. Et surtout, il avait développé une relation particulière avec le jeune Philippe Lavallée. Les deux garçons, séparés par seulement 3 ans d'âge, mais par un gouffre social infranchissable, passaient néanmoins du temps ensemble. Philippe, enfant solitaire et curieux, trouvait en Théophile un compagnon pour ses explorations, quelqu'un qui connaissait tous les recoins de la plantation, qui savait où trouver les nids d'oiseaux, où les tortues pondaient leurs œufs, où le bayou créait ses petites criques secrètes. Le régisseur de la plantation, un homme nommé Jacques Ferrand, était une figure centrale dans l'ordre quotidien de Bellerive. Originaire de France, arrivé en Louisiane 15 ans plus tôt avec peu de ressources mais beaucoup d'ambition, il avait gravi les échelons pour devenir l'homme de confiance de M. Lavallée. C'était lui qui supervisait le travail au champ, distribuait les punitions, gérait les comptes de la production. Grand, maigre, avec des yeux gris qui ne semblaient jamais cligner, Ferrand inspirait la crainte plutôt que le respect. Il menait la plantation avec une efficacité brutale, convaincu que seule la discipline stricte pouvait maintenir l'ordre parmi une population aussi nombreuse d'esclaves. Il existait également, dans les marges de la plantation, des figures moins visibles, mais tout aussi importantes. Vieille Séraphine, par exemple, une femme d'au moins 70 ans, trop âgée désormais pour le travail des champs, qui vivait dans une cabane isolée près du bayou. Elle servait de sage-femme et de guérisseuse pour la communauté esclave, connaissant les plantes médicinales et les remèdes transmis de génération en génération. Les esclaves venaient la consulter pour leurs maux, leurs blessures, leurs questions sur l'avenir. Madame Lavallée elle-même, bien qu'elle n'en parlât jamais ouvertement, avait plus d'une fois fait appel aux connaissances de Séraphine lorsque le médecin de la paroisse s'avérait impuissant face à certaines afflictions. C'était dans cet univers complexe, avec ses hiérarchies rigides et ses dépendances mutuelles, ses cruautés quotidiennes et ses rares moments de grâce, que la vie s'écoulait à Bellerive. Et c'est dans ce cadre que se déroula, ce 23 août 1842, un événement qui allait perturber profondément l'ordre établi. La matinée du 23 août avait commencé comme toutes les autres. La cloche avait sonné à 5 heures, tirant les travailleurs de leur sommeil trop bref. Dans la grande maison, Delphine avait allumé les feux de la cuisine alors que l'aube pointait à peine. Théophile, déjà debout, l'aidait à préparer le petit déjeuner de la famille. L'air était déjà lourd, annonçant une journée encore plus étouffante que les précédentes. Vers 8 heures, M. Ferrand appela Théophile. Il fallait porter un message urgent au contremaître responsable de la section nord des champs de canne, à près d'1 mile de la grande maison. C'était le genre de course que Théophile effectuait régulièrement. Et il partit sans hésitation, le bout de papier plié soigneusement dans la poche de sa chemise en coton rapiécé. Il connaissait le chemin par cœur. Suivre d'abord l'allée principale jusqu'au carrefour des 2 grands chênes, puis emprunter le sentier étroit qui longeait le canal d'irrigation, traverser le petit pont de bois au-dessus du fossé et enfin atteindre les champs du nord. Le trajet prenait habituellement 20 minutes. Théophile courait pieds nus sur le sentier poussiéreux, esquivant les racines noueuses et les pierres saillantes avec l'agilité de ceux qui ont toujours marché sans chaussures. À mi-chemin, là où le sentier passait sous un grand cyprès chauve, dont les racines aériennes créaient comme une cathédrale naturelle, Théophile s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. C'est à ce moment précis, à 3 heures de l'après-midi, selon le témoignage ultérieur de plusieurs personnes qui entendirent son cri, que Théophile fut mordu.
Il avait posé sa main gauche sur une souche d'arbre couverte de mousse pour se stabiliser. Le serpent corail, endormi dans une crevasse du bois mort, réagit avec la vitesse fulgurante caractéristique de son espèce. Ses crocs s'enfoncèrent dans le poignet du garçon, juste au-dessus du pouls. Théophile hurla, un cri aigu de douleur et de terreur qui porta loin dans l'air stagnant de l'après-midi. Il retira violemment son bras, le serpent tomba au sol et disparut immédiatement dans les hautes herbes avec son ondulation caractéristique. Mais Théophile avait eu le temps de le voir. Les bandes de couleurs vives, rouge, jaune et noir, dans cet ordre précis qui distinguait le serpent corail mortel de ses cousins inoffensifs. Rouge touche jaune, tue un homme, disait le dicton local que même les enfants connaissaient. Théophile savait ce que cela signifiait, la panique s'empara de lui immédiatement. Il serra son poignet de sa main droite, sentant déjà le sang qui coulait des 2 petites perforations laissées par les crocs. La douleur était intense, brûlante, se propageant rapidement le long de son avant-bras. Il se mit à courir vers les champs nord, ne sachant que faire d'autre, son esprit d'enfant submergé par la terreur. Les travailleurs au champ le virent arriver, titubant déjà, son bras gauche serré contre sa poitrine. Serpent corail, réussit-il à halter avant de s'effondrer dans la terre meuble entre les rangées de cannes. Le contremaître, un homme nommé Silas, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il cria des ordres, envoya un coureur chercher M. Ferrand, un autre chercher vieille Séraphine, et transporta lui-même l'enfant à l'ombre d'un arbre. Théophile tremblait violemment maintenant. Son poignet avait déjà gonflé au double de sa taille normale, la peau tendue et luisante. Des veines rouges apparaissaient, remontant le long de son bras comme des racines empoisonnées. Il gémissait doucement, ses yeux révulsés, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse. Vieille Séraphine arriva en premier, marchant aussi vite que ses vieilles jambes le permettaient, portant son sac de toile rempli de ses remèdes. Elle examina la morsure d'un regard expert et secoua lentement la tête. « Micrurus fulvius », murmura-t-elle, utilisant le nom scientifique qu'elle avait appris autrefois d'un médecin. Il n'y a rien à faire. Le venin est déjà dans son sang. Elle fit néanmoins ce qu'elle pouvait. Elle appliqua une pâte de tabac et d'herbe sur la blessure, banda le bras fermement, fit boire à l'enfant une décoction amère de plantes dont elle seule connaissait la composition. Mais ses gestes étaient ceux de quelqu'un qui accomplit un rituel sans illusion quant à son efficacité. Elle avait vu des adultes robustes mourir en moins de 3 heures d'une morsure de serpent corail. Pour un enfant aussi frêle que Théophile, les chances étaient nulles. Monsieur Ferrand arriva ensuite à cheval, soulevant un nuage de poussière rouge. Il descendit de sa monture et contempla l'enfant qui convulsait maintenant sur le sol. « Remportez-le au quartier », ordonna-t-il d'une voix neutre. « Allez chercher sa mère, et envoyez quelqu'un prévenir le docteur Lambert, même si je doute qu'il arrive à temps. » On transporta Théophile jusqu'à la cabane que Delphine partageait avec 3 autres femmes. On le déposa sur la paillasse où il dormait d'habitude. Delphine, alertée par les cris, arriva en courant des cuisines, son tablier encore taché de farine. Quand elle vit son fils, sa main monta à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle s'agenouilla près de lui, prit sa petite main valide dans les siennes, murmurant des prières en créole, des supplications à tous les saints qu'elle connaissait. Le jeune Philippe Lavallée, qui jouait près des écuries, entendit la commotion. Il courut jusqu'au quartier des esclaves, ce qui lui était normalement interdit, et se fraya un chemin parmi la foule qui s'était rassemblée devant la cabane de Delphine. Quand il vit Théophile, étendu et tremblant, son visage devenant gris, ses lèvres prenant une teinte bleutée, il se mit à pleurer. Ce n'était pas un esclave qu'il voyait mourir, mais son ami, le garçon qui lui avait appris à grimper aux arbres et à attraper les écrevisses dans le bayou. Le docteur Lambert arriva vers 5 heures, ayant chevauché depuis le bourg voisin. C'était un homme corpulent d'une 60aine d'années, dont la compétence était limitée, mais qui était le seul médecin disponible dans un rayon de 20 miles. Il examina Théophile, prit son pouls qui faiblissait, observa les pupilles dilatées, la respiration haletante et superficielle, les muscles qui se contractaient de manière incontrôlée. Le venin du serpent corail est neurotoxique.
expliqua-t-il à Monsieur Ferrand qui se tenait près de la porte. Il paralyse progressivement tous les muscles du corps, y compris ceux qui contrôlent la respiration. Il n'existe aucun antidote. Tout ce que nous pouvons faire est attendre. Il s'interrompit, puis ajouta avec une franchise brutale. L'enfant sera mort avant l'aube. C'est presque certain. Delphine poussa un gémissement déchirant en entendant ces mots. D'autres femmes vinrent la soutenir, l'entourant de leurs bras, partageant silencieusement sa douleur. Car elles connaissaient toute cette souffrance, cette impuissance devant la mort qui frappait si souvent et si arbitrairement dans leur communauté. Les heures qui suivirent furent une torture pour tous les présents. Théophile alternait entre des moments de conscience et d'inconscience. Parfois, il ouvrait les yeux et semblait reconnaître sa mère, essayant de lui sourire malgré la douleur. D'autres fois, il s'enfonçait dans des abîmes où personne ne pouvait le suivre, son corps secoué de spasmes terribles. Le docteur Lambert resta, davantage pour observer le processus que dans l'espoir de pouvoir intervenir. Il prenait des notes dans un petit carnet, documentant cliniquement les différentes phases de l'empoisonnement. Vers 9 heures du soir, Théophile sembla se calmer. Ses convulsions s'espacèrent, puis cessèrent complètement. Sa respiration, qui avait été si laborieuse, devint presque imperceptible. Le docteur Lambert prit à nouveau son pouls et secoua la tête. « C'est la fin », dit-il doucement. Son cœur va s'arrêter d'un moment à l'autre. Delphine serra son fils contre elle, berçant son petit corps comme lorsqu'il était bébé, chantonnant une mélodie triste que sa propre mère lui avait apprise. Les autres femmes psalmodiaient des prières. Vieille Séraphine, assise dans un coin, les yeux fermés, murmurait des paroles dans une langue que personne ne comprenait, des mots venus d'Afrique, transmis à travers les générations, malgré tous les efforts pour effacer ses mémoires. À 10 heures, le pouls de Théophile était tellement faible que même le docteur Lambert ne le percevait plus. L'enfant était immobile, ses yeux fermés, sa poitrine ne se soulevant plus de manière visible. Le médecin approcha un miroir de sa bouche et ne vit aucune trace de condensation. Il plaça son stéthoscope sur la petite poitrine et écouta longuement. Finalement, il se redressa et prononça les mots que tout le monde redoutait. « Il est parti. L'enfant est mort. » Delphine hurla, un cri d'animal blessé qui déchira la nuit. Les autres femmes se mirent à pleurer et à gémir. Quelqu'un sortit pour sonner la cloche qui annonçait toujours un décès dans la communauté. Son tintement lugubre résonna à travers la plantation, réveillant ceux qui dormaient déjà, annonçant une mort de plus dans ce lieu où la mort était une compagne trop familière. Le docteur Lambert fit ses condoléances, rangea ses instruments et s'apprêta à partir. Monsieur Ferrand, qui était resté à distance pendant toute cette scène, s'approcha de Delphine. « Je suis désolé pour ta perte », dit-il avec une raideur formelle. « L'enfant sera enterré demain matin au cimetière des esclaves. Madame Lavallée a fait dire que tu es dispensé de tes tâches pour 3 jours. » Il se retourna pour partir puis s'arrêta. « On préparera le linceul cette nuit. Il fait trop chaud pour attendre. » 2 femmes âgées, qui servaient traditionnellement de laveuses des morts dans la communauté, entrèrent avec des bassines d'eau et des linges propres. Elles commencèrent doucement à écarter Delphine du corps de son fils, murmurant des paroles de réconfort. Il fallait laver le corps, le préparer, accomplir les derniers devoirs aux morts. Delphine résista d'abord, refusant de lâcher Théophile, mais finalement elle céda, trop épuisée de chagrin pour continuer à lutter. Les laveuses déposèrent le petit corps sur une table de bois brut. Elles commencèrent à le déshabiller, à le nettoyer avec des gestes pleins de tendresse. L'une d'elles, une femme nommée Suzanne, remarqua quelque chose d'étrange. « Le bras », murmura-t-elle à sa compagne. « Regarde son bras. » Le bras gauche de Théophile, qui avait été si horriblement gonflé et décoloré quelques heures plus tôt, semblait maintenant presque normal. L'enflure avait considérablement diminué. Les veines rouges qui avaient remonté jusqu'à l'épaule avaient pâli. C'était inhabituel, certes, mais les 2 femmes attribuèrent cela au processus mystérieux qui accompagne parfois la mort. Elles continuèrent leur travail en silence. À minuit, le corps était propre, vêtu d'une simple chemise blanche, les mains croisées sur la poitrine.
On avait fermé les yeux avec des pièces de monnaie. On avait noué un mouchoir autour de la mâchoire pour maintenir la bouche close. Le linceul blanc attendait sur une chaise, prêt à envelopper le petit corps avant l'enterrement du matin. Delphine était assise près de son fils, tenant une veille silencieuse. Quelques autres personnes étaient présentes, alternant les prières et les chants funèbres à voix basse. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs nus de la cabane. Dehors, la nuit louisianaise bruissait de ses 1000 sons habituels. Les grenouilles dans le bayou, les criquets dans les champs, le ululement occasionnel d'un hibou. La vie continuait, indifférente à la mort d'un enfant esclave dans une plantation perdue. C'est à 1h du matin, alors que plusieurs témoins étaient présents et que le corps était déclaré mort depuis 3 heures, que se produisit l'impossible. Théophile ouvrit les yeux. Le premier à remarquer le mouvement fut un homme âgé nommé Jonas, qui somnolait sur un banc près de la porte. Il vit les paupières de l'enfant trembler, puis se soulever lentement. Jonas se figea, le souffle coupé, incapable de faire un son. Ce fut Delphine qui perçut ensuite le changement. Elle regardait fixement le visage de son fils depuis des heures, mémorisant chaque trait, et elle vit ses yeux s'ouvrir. Ses yeux qu'elle croyait ne plus jamais revoir vivants. « Théophile » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, emplie d'un mélange de terreur et d'espoir impossible. Les autres personnes dans la cabane se tournèrent vers elle, puis vers le corps. Un silence absolu tomba, si profond qu'on entendait le crépitement des bougies. Les lèvres de Théophile bougèrent. « Maman » dit-il d'une voix rauque et faible. « J'ai soif. » Delphine poussa un cri étranglé et porta ses mains à sa bouche. Une des femmes présentes laissa tomber son chapelet et sortit en courant, criant que l'enfant mort était revenu. En quelques minutes, une foule se rassembla devant la cabane. Les nouvelles se propagèrent comme un feu de prairie à travers les quartiers des esclaves, puis atteignirent la grande maison où M. Ferrand fut réveillé par un domestique terrifié. Le docteur Lambert, qui logeait pour la nuit chez un planteur voisin, fut ramené d'urgence à Bellerive. Quand il arriva, vers 2h du matin, il trouva Théophile assis, soutenu par sa mère, buvant lentement de l'eau d'un gobelet en étain. L'enfant était pâle, manifestement affaibli, mais indubitablement vivant et conscient. Le médecin resta bouche bée pendant un long moment. Puis, reprenant ses esprits professionnels, il s'approcha et commença un examen minutieux. Il prit le pouls de Théophile, faible mais régulier. Il écouta son cœur. Les battements étaient là, lents, mais constants. Il examina le bras mordu. L'enflure avait presque complètement disparu. Les marques des crocs étaient encore visibles, mais elles semblaient déjà en cours de cicatrisation. Il regarda dans les yeux de l'enfant. Les pupilles réagissaient à la lumière de la bougie. « C'est impossible », marmonna le docteur Lambert. « J'ai vérifié moi-même. Il était mort. Aucun pouls, aucune respiration. C'est médicalement impossible. Mais Théophile était là, bien vivant, demandant de l'eau et même un peu de nourriture. » Le docteur Lambert passa la nuit entière à l'examiner, à prendre des notes frénétiques, à essayer de comprendre ce qu'il venait de voir. Il interrogea Delphine, les laveuses des morts, tous ceux qui avaient été présents. Tous confirmaient la même chose. L'enfant était mort, absolument mort, pendant au moins 3 heures, et puis il avait simplement ouvert les yeux et demandé à boire. C'était peut-être un état de mort apparente, suggéra finalement le docteur Lambert, s'accrochant à la seule explication rationnelle qu'il pouvait concevoir. Une catalepsie induite par le venin. Le cœur et la respiration ralentis à un point tel qu'ils deviennent indétectables. C'est extrêmement rare, mais j'ai lu des cas similaires dans la littérature médicale. Personne ne sembla convaincu par cette explication, lui-même le premier, car le docteur Lambert savait ce qu'il avait vérifié. Il avait utilisé son stéthoscope, le meilleur instrument disponible pour détecter les battements du cœur. Il avait testé la respiration avec un miroir. Il avait pincé la peau de l'enfant sans obtenir aucune réaction. Selon toutes les connaissances médicales de l'époque, Théophile avait été mort. L'aube se leva sur une plantation transformée par l'événement. La nouvelle s'était répandue non seulement à Bellerive,
mais aussi aux propriétés voisines. Des esclaves d'autres plantations, venus livrer des marchandises ou porter des messages, rapportaient l'histoire chez eux. Vers midi, toute la paroisse Sainte-Marie parlait du garçon qui était revenu de la mort. Les réactions variaient selon les personnes et leurs croyances. Parmi les esclaves, beaucoup virent dans cet événement un signe des dieux africains. Ces divinités qu'ils vénéraient en secret, malgré les efforts des maîtres pour imposer le catholicisme. Vieille Séraphine déclara que Théophile avait été touché par Dambala, le grand serpent, et que le serpent corail n'avait pas voulu le tuer, mais l'initier. D'autres parlaient de zombification inversée, de magie créole, de pacte avec des forces invisibles. Les Lavalais et la plupart des planteurs blancs préféraient l'explication du docteur Lambert, aussi insatisfaisante fût-elle. Une catalepsie, un état de mort apparente, une erreur de diagnostic dans des conditions difficiles. C'était rationnel, c'était scientifique, c'était acceptable pour des esprits éduqués du XIXe siècle. Madame Lavallée, particulièrement pieuse, y voyait un miracle de la Vierge Marie à qui elle avait prié pour l'enfant. Elle fit dire une messe d'action de grâce à l'église paroissiale. Mais il y avait aussi ceux qui réagissaient avec peur et suspicion. Monsieur Ferrand était de ceux-là. Il considérait tout événement inexplicable comme une menace potentielle à l'ordre de la plantation. Un esclave qui revenait de la mort, quelle qu'en soit l'explication, était une anomalie dangereuse. Cela pouvait donner des idées aux autres, alimenter des superstitions, créer une agitation qu'il serait difficile de contrôler. Si vous êtes aussi troublé que moi par ce qui vient de se passer, prenez un moment pour laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de cette résurrection impossible. Et maintenant, écoutez ce qui arriva ensuite, car les vraies questions ne faisaient que commencer. C'est vieille Séraphine qui remarqua les premiers signes. Environ 3 semaines après l'incident du serpent, elle observa Théophile traverser la cour, entre la grande maison et les quartiers. L'enfant portait un panier de linge propre, une tâche ordinaire qu'il accomplissait plusieurs fois par semaine. Mais ce qui attira l'attention de Séraphine fut la manière dont il marchait. Ses pas étaient plus assurés, plus délibérés qu'auparavant. Et il y avait quelque chose dans son regard, une intensité nouvelle, comme s'il voyait le monde différemment. Elle l'appela. « Théophile, viens ici, mon enfant. » Le garçon obéit, posant son panier et s'approchant de la vieille femme qui était assise à l'ombre de sa cabane, comme elle le faisait souvent. Séraphine le regarda longuement, ses yeux plissés scrutant le visage de l'enfant. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en créole. « Bien, mamie Séraphine, » répondit Théophile. « Je me sens bien. Tu te souviens de quelque chose, de quand tu étais mort ?» Théophile hésita. Personne ne lui avait posé la question aussi directement. « J'ai des images, comme des rêves, mais je ne sais pas si c'était réel. » Séraphine hocha la tête lentement. « Les esprits t'ont touché, mon garçon. Tu as été choisi pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais tu portes maintenant une marque. Fais attention. Il y a des forces dans ce monde que nous ne comprenons pas. » Les jours suivants, d'autres observations étranges commencèrent à s'accumuler. Delphine remarqua que son fils semblait connaître des choses qu'il ne devrait pas savoir. Un matin, il lui dit « Maman, ne laisse pas le jeune maître sortir aujourd'hui. Il va se faire mal. » Delphine, bien qu'étonnée, n'y prêta pas vraiment attention jusqu'à ce que, cet après-midi-là, Philippe Lavallée tombe de son cheval et se casse le bras. C'était peut-être une coïncidence, mais cela laissa Delphine mal à l'aise. Un autre jour, Théophile dit à un groupe d'esclaves qui partaient au champ « Le grand chêne près du canal va tomber. N'allez pas par là. » Les hommes rirent de cet avertissement d'un enfant. Mais dans l'après-midi, un orage soudain frappa la plantation et le chêne en question, déjà affaibli par la maladie, s'effondra avec fracas, bloquant le sentier exactement où les travailleurs auraient été s'ils l'avaient emprunté au moment habituel. Ces incidents, pris séparément, auraient pu être attribués au hasard, mais ils s'accumulaient, créant un motif troublant. Les autres esclaves commençaient à regarder Théophile avec un mélange de respect et de crainte. Certains venaient le consulter.
lui demandant des conseils sur des problèmes personnels, comme s'il avait acquis une sagesse surnaturelle. Théophile, mal à l'aise avec cette attention, essayait de l'éviter autant que possible. Monsieur Ferrand, comme il l'avait prédit, ne voyait rien de bon dans tout cela. Il rapporta ses inquiétudes à Monsieur Lavallée. Les esclaves traînent ce garçon comme une sorte de prophète. Cela mine l'autorité. Ils écoutent ses paroles plus que les nôtres. Pendant ce temps, dans les quartiers des esclaves, une autre dynamique se développait. Certains, particulièrement les plus âgés, se rappelaient d'anciennes histoires venues d'Afrique, des récits de personnes qui étaient mortes et revenues avec des dons de divination, des capacités de guérison ou la faculté de communiquer avec les ancêtres. Dans leur tradition, ceux qui franchissaient la frontière entre la vie et la mort et revenaient étaient considérés comme des intermédiaires, des ponts entre les mondes visibles et invisibles. Théophile, au centre de toute cette agitation, était de plus en plus confus et effrayé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Les rêves qu'il avait mentionnés à Philippe continuaient, devenant plus intenses et plus fréquents. Dans ses rêves, il voyait des choses, des événements qui ne s'étaient pas encore produits, des lieux qu'il n'avait jamais visités, des visages de personnes qu'il ne connaissait pas. Et toujours, il entendait cette voix, ni masculine ni féminine, qui lui parlait dans une langue qu'il comprenait sans la connaître. Une nuit, début novembre, Théophile se réveilla en criant. Il avait rêvé d'un feu, un incendie terrible qui ravageait les champs de canne. Il voyait les flammes oranges et rouges s'élevant dans le ciel nocturne, entendait les cris des gens qui fuyaient. Le rêve était si vivide qu'il pouvait sentir la chaleur et la fumée. 2 jours plus tard, un incendie se déclara effectivement dans un champ de canne. Heureusement, il fut découvert rapidement et maîtrisé avant de causer des dégâts majeurs. Mais l'origine du feu restait mystérieuse. Monsieur Ferrand soupçonnait un acte de sabotage, quelqu'un qui aurait délibérément allumé le feu, mais il ne put jamais le prouver. Parmi les esclaves, le fait que Théophile avait prévu l'incendie 2 jours à l'avance devint une légende qui circula de bouche à oreille. C'était trop pour Ferrand. Il confronta Monsieur Lavallée de manière plus insistante. Cet enfant est devenu un foyer de troubles. Il prédit des catastrophes. Les esclaves le vénèrent comme un sorcier. C'est exactement ce que je craignais. Nous devons agir maintenant avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Cette fois, Monsieur Lavallée sembla plus réceptif. Les événements étranges s'accumulaient au point qu'il devenait difficile de les ignorer. Cette suggestion fut finalement adoptée malgré les protestations de Delphine et les larmes de Théophile. Le garçon fut assigné au champ, travaillant avec les adultes malgré son jeune âge. C'était un travail épuisant pour un enfant, mais c'était aussi une manière de le rendre invisible, de dissiper l'aura mystique qui s'était formée autour de lui. Philippe Lavallée, quand il apprit la nouvelle, courut trouver son père. « Père, vous ne pouvez pas faire ça. Théophile est trop petit pour le travail des champs. Philippe, tu es assez grand maintenant pour comprendre certaines choses. Cet esclave n'est pas ton ami. Il ne peut pas l'être. Il y a un ordre dans ce monde que nous devons maintenir. Ce garçon est devenu une perturbation. Nous faisons ce qui est nécessaire. Mais c'est injuste, protesta Philippe, les larmes aux yeux. La vie est souvent injuste, répondit son père d'une voix plus douce. C'est une leçon que tu dois apprendre. Maintenant, retourne à tes études. Et je ne veux plus t'entendre parler de cet esclave. Est-ce clair? Philippe acquiesça misérablement et quitta le bureau de son père. Cette nuit-là, il pleura dans son lit, sentant qu'une partie de son enfance venait de se terminer brutalement. Pendant ce temps, dans la grande maison, les Lavallée recevaient une lettre troublante. Elle venait d'un planteur nommé Honoré Deschamps, propriétaire d'une plantation située à environ 50 miles au nord. Deschamps écrivait pour s'enquérir d'un esclave qui serait revenu de la mort après une morsure de serpent. Il avait entendu parler de l'incident et, curieusement, il exprimait un intérêt pour étudier ce cas remarquable. Monsieur Lavallée trouva cette lettre étrange. Comment Deschamps avait-il entendu parler de Théophile? Et pourquoi un planteur s'intéresserait-il à un tel cas?
Intrigué, Lavallée répondit poliment, confirmant que l'incident avait eu lieu, mais l'attribuant à une erreur de diagnostic médical. Il n'invita pas Deschamps à venir voir Théophile. Mais Deschamps ne se laissa pas dissuader. Une semaine plus tard, il arriva à Bellerive sans invitation, accompagné d'un homme qu'il présenta comme le docteur Armand Leclerc, un spécialiste des phénomènes médicaux inexpliqués venu de la Nouvelle-Orléans. Ce docteur Leclerc était un personnage singulier. Grand et maigre, avec des cheveux argentés tirés en arrière et des yeux perçants derrière des lunettes à monture d'or, il parlait avec un accent français prononcé et une précision maniaque. Il insista pour examiner Théophile, et M. Lavallée, mal à l'aise mais ne voulant pas paraître inhospitalier envers un invité, accepta. Théophile fut ramené des champs et conduit à la grande maison, où le docteur Leclerc l'attendait dans la bibliothèque. L'examen dura plus de 2 heures. Leclerc mesura chaque aspect du corps de l'enfant, testa ses réflexes, examina ses yeux avec des instruments étranges, posa des centaines de questions. Il semblait particulièrement intéressé par les cicatrices de la morsure et par les rêves que Théophile avait mentionnés. « Fascinant », murmurait-il constamment. « Absolument fascinant ». Quand l'examen fut terminé, Leclerc s'entretint longuement avec M. Lavallée et Deschamps, mais il refusa de partager ses conclusions avec quiconque d'autre. Il repartit le soir même, laissant derrière lui une atmosphère de mystère et de malaise. Philippe, qui avait espionné une partie de la conversation, entendit le docteur Leclerc dire à son père quelque chose qui le glaça. « Cet enfant n'est pas ce qu'il semble être, monsieur Lavallée. Son corps porte des marques que je n'ai vues que dans un seul autre cas, il y a 20 ans, en Haïti. Si j'ai raison sur ce qui lui est arrivé, vous devriez être extrêmement prudent. » Mais quand Philippe demanda plus tard à son père ce que cela signifiait, Lavallée refusa d'en discuter, lui disant seulement de ne pas s'inquiéter et de retourner à ses études. Le mois de janvier 1843 apporta avec lui non seulement la nouvelle année, mais aussi un changement de saison et d'atmosphère à Bellerive. Les pluies hivernales transformèrent les chemins en boue épaisse, et le bayou Teche déborda légèrement, inondant les zones basses de la plantation. Le travail au champ devint encore plus pénible, les travailleurs pataugeant dans la terre détrempée, leurs vêtements constamment humides et froids. C'est durant cette période que survint un événement qui allait précipiter la crise finale. Le 14 janvier, Margot Lavallée, la fille de 17 ans de la famille, tomba gravement malade. Elle développa une fièvre violente accompagnée de délires et de convulsions. Le docteur Lambert fut appelé d'urgence et diagnostiqua une méningite, une affection souvent mortelle à cette époque où les antibiotiques n'existaient pas encore. Toute la grande maison fut plongée dans l'angoisse. Madame Lavallée ne quittait plus le chevet de sa fille, priant constamment, alternant entre l'espoir et le désespoir. Monsieur Lavallée, habituellement si maître de lui, marchait de long en large dans sa bibliothèque, impuissant face à la maladie qui consumait son enfant. Philippe, terrifié à l'idée de perdre sa sœur, se réfugiait dans les écuries, incapable de supporter l'atmosphère étouffante de la maison. Le docteur Lambert fit tout ce qu'il pouvait, appliquant des sangsues, administrant du laudanum pour calmer les convulsions, tentant de faire baisser la fièvre avec des compresses d'eau froide. Mais après 3 jours, l'état de Margot ne s'était pas amélioré. Au contraire, elle semblait s'affaiblir progressivement. Le médecin prit M. Lavallée à part et lui dit franchement « Préparez-vous au pire. Si la fièvre ne cède pas d'ici demain, je ne donne pas cher de ses chances. » Cette nuit-là, la 17e de janvier, la nouvelle de l'état critique de Margot se répandit au quartier des esclaves. Malgré la distance sociale qui séparait les maîtres des esclaves, il existait une certaine sympathie pour la jeune fille, qui avait toujours traité les domestiques avec une gentillesse relative. Plusieurs personnes murmurèrent des prières pour elle. Théophile, en entendant la nouvelle, fut pris d'une agitation inhabituelle. Il tourna en rond dans sa cabane, murmurant pour lui-même, les yeux fixés sur un point invisible dans l'espace. Delphine, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas. « Je peux la sauver », dit soudain Théophile. Delphine se figea. « Quoi ? Mademoiselle Margot, je peux la sauver ?
Je sais comment. Mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'un garçon. Tu n'as aucune formation médicale. Je sais, maman. Mais la voix me l'a dit. Elle m'a montré ce que je dois faire. Delphine sentit un frisson glacé parcourir son échine. Quelle voix, Théophile? De quoi parles-tu? Mais Théophile ne répondit pas. Il se dirigea vers la porte de la cabane. Je dois aller à la grande maison. Non. Delphine l'attrapa par le bras. Tu ne peux pas simplement aller là-bas. Ils vont te punir. Monsieur Ferrand pourrait te faire fouetter pour cette insolence. Mademoiselle Margot va mourir si je ne fais rien, dit Théophile avec une certitude qui glaça sa mère. Et je ne peux pas laisser ça arriver. Avant que Delphine ne puisse l'arrêter, il sortit de la cabane et se mit à courir vers la grande maison. Plusieurs personnes le virent passer. Un enfant courant pieds nus dans la boue froide de janvier, son visage déterminé et étrange dans la lumière de la lune presque pleine. Théophile atteignit la grande maison et, sans hésitation, monta les marches de la galerie et frappa à la porte principale. C'était un acte d'audace extraordinaire pour un esclave, particulièrement un enfant. La porte s'ouvrit sur un domestique stupéfait qui était sur le point de repousser rudement l'enfant quand Théophile dit d'une voix forte « Je dois voir Monsieur Lavallée. Je peux sauver Mademoiselle Margot. » Le domestique hésita, puis quelque chose dans l'intensité de l'enfant le convainquit d'aller chercher le maître. Monsieur Lavallée apparut quelques instants plus tard, son visage ravagé par l'inquiétude et le manque de sommeil. « Que veux-tu, garçon » demanda-t-il d'une voix fatiguée. « Je peux guérir votre fille, monsieur, » dit Théophile. « Je sais ce qui ne va pas chez elle, et je sais comment la soigner. » Lavallée le regarda comme s'il était devenu fou. « Tu n'es qu'un enfant, un esclave. Comment oserais-tu prétendre savoir quelque chose que le docteur Lambert ignore? »« Je ne sais pas comment je le sais, monsieur, » répondit Théophile avec une franchise désarmante. « Mais je le sais. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Qu'avez-vous à perdre ?» C'était précisément l'argument qui pouvait toucher un père désespéré. Lavallée regarda l'enfant longuement, ses pensées visibles sur son visage. La superstition autour de ce garçon, les événements étranges, la possibilité qu'il possède réellement un don quelconque. Et par-dessus tout, le fait que sa fille était en train de mourir et que tous les moyens conventionnels avaient échoué. « Si tu entres dans cette maison et que tu échoues, dit finalement Lavallée d'une voix dure, je te ferai fouetter jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Est-ce que tu comprends? » « Oui, monsieur, » répondit Théophile sans ciller. « Je comprends. » Lavallée fit signe à l'enfant d'entrer. Ils montèrent à l'étage, vers la chambre où Margot gisait, inconsciente et brûlante de fièvre. Madame Lavallée et le docteur Lambert étaient présents, ainsi qu'une infirmière. Tous se tournèrent avec surprise en voyant l'enfant esclave entrer. « Augustin, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Madame Lavallée. « Cet enfant prétend pouvoir guérir Margot, » expliqua Lavallée. « Je sais que cela semble absurde, mais... » Il ne termina pas sa phrase, laissant son désespoir parler pour lui. Le docteur Lambert éclata d'un rire amer. « C'est de la folie. Laissez-moi deviner, monsieur Lavallée. C'est ce garçon qui est revenu de la mort. Et maintenant vous pensez qu'il a des pouvoirs magiques de guérison. »« Docteur, » dit Lavallée d'une voix tendue, « vous-même avez dit qu'elle mourrait avant l'aube. Si cet enfant ne peut rien faire, elle mourra de toute façon. Qu'avons-nous à perdre en le laissant essayer ?» Lambert allait protester, mais Madame Lavallée intervint. « Laissez-le faire, » dit-elle doucement. « Si la Providence a vraiment touché cet enfant comme je le crois, peut-être est-ce pour ce moment précis. » Théophile s'approcha du lit où Margot gisait. La jeune fille était presque méconnaissable. Son visage habituellement rose et plein de vie était maintenant cireux et émacié. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Sa chemise de nuit était trempée de sueur malgré les compresses froides qu'on avait placées sur son front. Théophile ferma les yeux et plaça ses mains au-dessus de la tête de Margot sans la toucher. Il resta ainsi pendant plusieurs minutes, parfaitement immobile, semblant écouter quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre.
Les adultes dans la pièce observaient avec un mélange de scepticisme et d'espoir désespéré. Finalement, Théophile ouvrit les yeux. « Elle ne doit plus boire d'eau », dit-il d'une voix claire. Son corps ne peut plus la traiter. Cela augmente la pression dans son crâne. Vous devez cesser de lui en donner, même si elle semble avoir soif. Le docteur Lambert secoua la tête. C'est ridicule. La déshydratation ne fera qu'empirer son état. Non, insista Théophile avec une autorité étrange chez un enfant. C'est l'eau qui la tue. Et vous devez élever sa tête, pas la garder à plat. Cela aide à réduire la pression. C'étaient des recommandations qui, nous le savons aujourd'hui avec le recul de la médecine moderne, étaient précisément correctes pour traiter certains types de méningite avec œdème cérébral. Mais à cette époque, elles allaient complètement à l'encontre de la pratique médicale conventionnelle. Lambert allait refuser catégoriquement, mais Lavallée l'arrêta d'un geste. « Faites ce qu'il dit. »« Docteur, » interrompit Lavallée, sa voix soudain dure comme l'acier, « soit vous suivez les instructions de cet enfant, soit vous quittez cette maison immédiatement. Choisissez. » Lambert, outré mais conscient qu'il ne pouvait pas défier le propriétaire de la plantation, céda à contre-cœur. On plaça plusieurs oreillers sous la tête de Margot pour l'élever. On cessa de lui faire boire de l'eau. « Maintenant, » continua Théophile, « vous devez faire une décoction de ces plantes. » Il récita une liste de plantes que vieille Séraphine utilisait, des plantes connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et diurétiques. Faites-lui boire cela, juste quelques gorgées toutes les heures. On envoya quelqu'un réveiller Séraphine et la faire venir à la grande maison, chose qui ne s'était jamais produite auparavant. La vieille femme, stupéfaite et un peu effrayée, prépara la décoction selon les instructions de Théophile. Le liquide verdâtre et amer fut donné à Margot à la cuillère, quelques gouttes à la fois. Puis il n'y eut plus rien à faire qu'attendre. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur agonisante. Théophile resta assis dans un coin de la chambre, silencieux et immobile, ses yeux fixés sur Margot. Personne ne le renvoya. Tous attendaient, suspendus entre l'espoir et le désespoir. Vers 4 heures du matin, quelque chose changea. La respiration de Margot devint plus régulière. Sa peau, qui avait été brûlante au toucher, sembla se rafraîchir légèrement. Madame Lavallée, qui tenait la main de sa fille, poussa un petit cri. Elle serre ma main. Le docteur Lambert se précipita pour examiner la jeune fille. Son pouls était plus fort. Sa température, bien qu'encore élevée, avait commencé à baisser. « C'est incroyable », murmura-t-il. À l'aube, Margot ouvrit les yeux. Elle était encore très faible, désorientée, mais elle était consciente. Elle reconnut ses parents, murmura quelques mots incompréhensibles, puis se rendormit dans ce qui était visiblement un sommeil naturel, et non plus le coma fiévreux qui l'avait tenue captive. Madame Lavallée éclata en sanglots de soulagement. Monsieur Lavallée, les larmes aux yeux, serra sa femme dans ses bras. Philippe, qui avait veillé toute la nuit près de la porte de la chambre, entra en courant et s'agenouilla près du lit de sa sœur, pleurant et riant en même temps. Le docteur Lambert, malgré son scepticisme initial, dut admettre l'évidence. « Je ne comprends pas comment, » dit-il lentement, « mais cet enfant a fait ce que je n'ai pas pu faire. Il a sauvé cette jeune fille. » Tous les regards se tournèrent vers Théophile, toujours assis dans son coin. L'enfant semblait épuisé, vidé, comme si accomplir cette guérison lui avait coûté quelque chose d'essentiel. Mais il souriait faiblement, heureux d'avoir pu empêcher une mort qu'il aurait considérée comme injuste. Monsieur Lavallée s'approcha de lui. « Tu as sauvé ma fille », dit-il d'une voix épaisse d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. Demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi, et si c'est en mon pouvoir, je te l'accorderai. » Théophile leva les yeux vers lui. Pendant un moment, un désir fou traversa son esprit. Demander sa liberté, la liberté de sa mère, partir loin de Belle-Rive. Mais il savait que c'était trop. Même la vie de sa fille ne vaudrait jamais autant aux yeux d'un propriétaire d'esclaves. « Je veux juste retourner travailler avec maman aux cuisines, » dit finalement Théophile.
Plus de chant. S'il vous plaît. Lavallée acquiesça immédiatement. Accordé. Tu travailleras avec ta mère, et tu ne seras plus jamais envoyé au champ. Ce n'était pas la liberté, mais c'était quelque chose. C'était un pas loin de la brutalité du travail agricole, un retour vers une vie légèrement moins dure. Théophile l'accepta avec gratitude, mais cet acte de guérison, aussi remarquable fut-il, eut des conséquences que personne n'avait prévues. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, non seulement à Bellerive, mais dans toute la paroisse et au-delà. L'enfant esclave qui était revenu de la mort avait maintenant guéri la fille d'un planteur blanc d'une maladie mortelle. La décision de M. Lavallée de vendre Théophile fut prise par une froide matinée de février 1843. Cela faisait presque un mois que la guérison de Margot, et loin de se calmer, l'agitation autour de l'enfant n'avait fait qu'empirer. Des visiteurs arrivaient presque quotidiennement à Bellerive, certains curieux, d'autres avec des intentions moins claires. Un journal de la Nouvelle-Orléans avait même publié un article sur le mystérieux enfant guérisseur de la paroisse Sainte-Marie. Lavallée fit venir un marchand d'esclaves nommé Jérôme Dupuis, un homme dont la réputation était de pouvoir faire disparaître des esclaves problématiques sans laisser de traces. Ils se rencontrèrent dans la bibliothèque, loin des oreilles indiscrètes. « Je veux que cet enfant soit vendu discrètement », expliqua Lavallée. « Pas ici en Louisiane, quelque part loin où personne ne le connaîtra. »« Je comprends », répondit Dupuis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai justement un contact au Texas qui cherche des domestiques pour une grande propriété isolée. Personne ne posera de questions là-bas. Bien, arrangez cela rapidement et discrètement. » Ils négocièrent un prix et l'affaire fut conclue. Le transfert aurait lieu dans une semaine. Mais les secrets sont difficiles à garder dans une plantation. Quelqu'un entendit, quelqu'un chuchota, et en quelques heures, toute la communauté esclave savait que Théophile allait être vendu. La réaction fut immédiate et viscérale. Delphine, en apprenant la nouvelle, courut vers la grande maison, oubliant toute prudence. Elle supplia Madame Lavallée, tombant à genoux devant elle, pleurant et implorant qu'on ne lui enlève pas son fils. Madame Lavallée, le cœur brisé mais incapable de contredire son mari, ne put qu'offrir des paroles creuses de réconfort. Vieille Séraphine rassembla les anciens pour une réunion d'urgence. « Ils vont nous prendre l'enfant béni », dit-elle d'une voix tremblante de colère. « Ils ont peur de lui parce qu'il possède un pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda quelqu'un. « Nous sommes des esclaves. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous avons plus de pouvoir que vous ne le pensez, » répliqua Séraphine, ses vieux yeux brillants d'une détermination féroce. « Il est temps de rappeler à ces gens que nous ne sommes pas simplement des outils qu'ils peuvent utiliser et jeter à leur guise. » Philippe, quand il apprit la nouvelle, confronta son père avec une colère qu'il n'avait jamais osé montrer auparavant. « Vous ne pouvez pas vendre Théophile, il a sauvé Margot, il nous a aidés. »« Philippe, tu ne comprends pas les complexités de la situation, » répondit son père avec lassitude. « Non, » cria le garçon, les larmes coulant sur son visage. « C'est vous qui ne comprenez pas. Vous traitez les gens comme des objets. Théophile n'est pas juste un esclave, c'est une personne. C'est mon ami. »« Contrôle-toi, » ordonna Lavallée sèchement. « Tu es trop jeune pour comprendre. Cette décision est prise pour le bien de tous, y compris pour Théophile lui-même. Là où il va, il sera oublié, et il pourra vivre une vie normale. Une vie normale, Philippe rit amèrement. Il sera esclave. Comment est-ce une vie normale? Sors d'ici, dit Lavallée, sa patience épuisée. Maintenant. Philippe sortit en claquant la porte, son cœur brisé et sa foi en son père profondément ébranlée. Théophile, étrangement, semblait calme face à son destin imminent. Quand Delphine vint le trouver, hystérique de chagrin, il la prit dans ses bras et la réconforta avec une maturité qui n'appartenait pas à un enfant de 9 ans. « C'est peut-être mieux ainsi, maman, » dit-il doucement. « Je cause trop de problèmes ici. Partout où je vais, des choses étranges se produisent, les gens ont peur de moi. Tu n'as rien fait de mal.
sanglota Delphine. Tu as sauvé cette fille, tu as aidé les gens. Je sais, maman. Mais parfois, aider fait peur aux gens autant que nuire. Cette nuit-là, la nuit précédant le jour où Théophile devait être emmené, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les esclaves de Bellerive, dans un acte de résistance collectif rare et dangereux, cessèrent tout simplement de travailler. Pas violemment, pas avec des confrontations, mais silencieusement et obstinément. Quand la cloche du matin sonna, personne ne se présenta au champ. Les cuisines restèrent froides, les écuries n'étaient pas entretenues. C'était une grève, un concept que la plupart d'entre eux ne connaissaient même pas par son nom, mais qu'ils comprenaient instinctivement comme leur seul moyen de protestation. Monsieur Ferrand, en découvrant cela, devint fou de rage. Il parcourut les quartiers en criant des menaces, promettant des fouets et des punitions, mais personne ne bougea. Les gens restèrent simplement dans leurs cabanes ou assis dehors, silencieux, attendant. Ils refusent de travailler jusqu'à ce que l'enfant reste, rapporta finalement Ferrand à la vallée, sa voix tendue par l'incrédulité et la colère. C'est une rébellion ouverte. Nous devons l'écraser immédiatement. Mais la vallée, regardant par la fenêtre de sa bibliothèque vers les quartiers silencieux, comprit quelque chose que Ferrand ne pouvait pas ou ne voulait pas voir. Ce n'était pas une rébellion violente qu'on pouvait écraser par la force. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. C'était l'affirmation collective de leur humanité, leur refus d'accepter passivement l'injustice. « Si nous les punissons tous, dit lentement la vallée, nous n'aurons personne pour travailler. Si nous en punissons quelques-uns pour faire un exemple, les autres pourraient se soulever réellement. Nous sommes dans une position précaire, Ferrand. Alors que proposez-vous ? Demanda Ferrand avec exaspération. La vallée resta silencieux longtemps. Finalement, il dit « Faites venir l'enfant ». Quand Théophile fut amené dans la bibliothèque, la vallée l'examina longuement. L'enfant le regardait en retour sans peur, ses yeux étranges et profonds. « Sais-tu ce qui se passe dehors ?» demanda la vallée. « Oui, monsieur. L'as-tu organisé ?»« Non, monsieur. Ils l'ont fait eux-mêmes, ils font cela pour toi. »« Oui, monsieur. » La vallée soupira profondément. « Je ne comprends pas ce que tu es, garçon. Je ne comprends pas comment tu peux savoir des choses que tu ne devrais pas savoir, comment tu peux faire des choses que tu ne devrais pas pouvoir faire. Mais je vois l'effet que tu as sur les gens. Je ne veux causer de problèmes à personne, monsieur, dit Théophile doucement. Si vous voulez me vendre, je partirai sans résistance. Mais s'il vous plaît, ne punissez personne pour ce qui se passe. Ils essaient juste de protéger quelqu'un qu'ils aiment. Est-ce si mal ? Ces paroles, prononcées avec une dignité simple par un enfant esclave, touchèrent quelque chose en la vallée. Il pensa à sa propre fille, à comment il avait accepté l'aide de cet enfant pour la sauver, à la gratitude qu'il lui devait encore. « Va, dit-il finalement, dis-leur de retourner au travail. Et tu resteras ici, à Bellerive. » Théophile cligna des yeux, stupéfait. « Monsieur, tu m'as entendu, tu resteras. Mais comprends ceci, tu ne seras plus dans la grande maison. Tu travailleras aux écuries, loin des regards. Tu ne feras plus de ce que tu fais. Plus de prédiction, plus de guérison. Tu vivras comme n'importe quel autre esclave. C'est le compromis. »« Je comprends, monsieur, » dit Théophile, sa voix tremblant légèrement de soulagement. « Merci. » Quand Théophile sortit et annonça la nouvelle au quartier, une célébration spontanée éclata. Les gens chantèrent, dansèrent, pleurèrent de joie. C'était une victoire petite, peut-être, dans le grand schéma de leur oppression, mais c'était une victoire néanmoins. Ils avaient agi collectivement et obtenu un résultat. Cela resterait dans leur mémoire collective comme preuve qu'ils n'étaient pas totalement impuissants. Les mois qui suivirent virent une normalisation graduelle à Bellerive. Théophile, fidèle à sa promesse, travailla tranquillement aux écuries. Il cessa de parler de ses rêves et de ses visions, gardant pour lui tout ce qu'il percevait. Mais ceux qui le connaissaient bien voyaient parfois cette lueur dans ses yeux, cette indication qu'il voyait plus que ce qui était visible aux autres. Philippe continua à le voir en secret, leur amitié survivant malgré les obstacles. Delphine,
reconnaissant au-delà des mots que son fils soit resté avec elle, reprit ses tâches aux cuisines avec un cœur plus léger. Vieille Séraphine, dans sa sagesse, comprit que Théophile devait marcher un chemin difficile. Elle continua à l'instruire discrètement, lui enseignant comment contrôler et masquer ses dons, comment survivre dans un monde qui craignait ce qu'il représentait. Et Théophile lui-même. Il grandit, passant de l'enfance à l'adolescence dans les années qui suivirent. Il devint plus fort, plus sage, portant toujours en lui le mystère de ce qui s'était passé ce jour doux, où un serpent corail l'avait mordu et où, 10 heures plus tard, l'impossible s'était produit. Les documents officiels de la plantation Belle-Rive pour l'année 1842 mentionnent l'incident du serpent dans une seule ligne. Théophile, esclave domestique 9 ans, a survécu à une morsure de serpent venimeux. Incident notable. Aucune mention de sa mort temporaire. Aucune référence à la guérison de Margot. Aucun détail sur la grève ou la résistance collective. L'histoire officielle, comme toujours, cache plus qu'elle ne révèle. Mais dans la mémoire orale de la communauté esclave de la région, l'histoire de Théophile vécut longtemps. Elle fut racontée et re-racontée, changeant et s'enrichissant à chaque répétition, devenant une légende qui inspirait l'espoir dans les moments les plus sombres. Des décennies plus tard, longtemps après que l'esclavage lui-même eût été aboli, les descendants de ceux qui avaient connu Théophile racontaient encore l'histoire du garçon qui était mort et revenu, qui pouvait voir l'avenir, qui avait inspiré son peuple à se lever et à résister. Qu'est-il advenu de Théophile finalement? Les archives deviennent muettes. Son nom disparaît des registres de Belle-Rive en 1859, sans explication. Certains disent qu'il s'est échappé vers le nord via le chemin de fer clandestin. D'autres affirment qu'il a acheté sa liberté avec de l'or qu'il avait trouvé grâce à ses visions. D'autres encore murmurent qu'il n'est jamais parti, qu'il vécut jusqu'à un âge avancé sous un nom différent, guidant discrètement son peuple à travers les décennies tumultueuses qui suivirent. Alors, vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, qu'en pensez-vous? Était-ce un miracle, une coïncidence extraordinaire, ou quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre? Croyez-vous que Théophile ait réellement possédé des dons surnaturels, ou y a-t-il une explication rationnelle à tout cela? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a troublé autant qu'elle m'a troublé en la recherchant, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec ceux qui apprécient les mystères authentiques de notre passé. Car le plus terrifiant dans cette histoire n'est pas ce qu'elle raconte, mais le fait qu'elle pourrait être vraie. Les archives sont là, fragmentées et incomplètes, mais elles existent. La plantation Belle-Rive a réellement existé dans la paroisse Sainte-Marie. Les registres paroissiaux confirment l'existence d'une famille Lavallée possédant une grande propriété dans cette région durant cette période. Et quelque part, dans les vieux documents jaunis conservés dans les archives de la Louisiane, il y a cette ligne énigmatique sur un enfant esclave nommé Théophile qui a survécu à l'impossible. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Théophile touche à quelque chose de profond dans l'expérience humaine. Notre capacité à survivre à l'inimaginable, à trouver de la force dans l'adversité, à résister même quand la résistance semble futile. C'est une histoire sur les mystères de la vie et de la mort, sur les dons et les malédictions, sur la manière dont les événements extraordinaires peuvent émerger des circonstances les plus sombres. Et si jamais vous vous retrouvez en Louisiane, dans la région du Bayou Teche, et si vous entendez parler d'une vieille plantation abandonnée avec des chênes centenaires couverts de mousse espagnole, peut-être devriez-vous vous arrêter et écouter. Car on dit que par certaines nuits, quand la lune est pleine et que le vent souffle doucement à travers les champs vides, on peut encore entendre l'écho d'une cloche qui sonne et le murmure d'une voix d'enfant qui raconte des histoires du futur, des avertissements jamais entendus, des vérités que personne ne voulait croire. Que vous choisissiez de croire ou non, une chose est certaine. Le 23 août 1842, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans une plantation de la paroisse Sainte-Marie. Quelque chose qui défia toute explication.
quelque chose qui changea à jamais la vie de tous ceux qui en furent témoins, et quelque chose qui continue même aujourd'hui à nous interroger sur les limites de ce que nous considérons comme possible.